Allez, nous poursuivons notre après-midi pour ce Nayer 2021, d'ailleurs auquel vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à exprimer ce que vous voyez, à réagir avec le hashtag Nayer 2021. Dans 45 minutes, aux alentours de 16h30, on parlera de robotique et intelligence artificielle. Peuvent-elles transformer l'école ? Une vraie bonne question, mais avant, on va également parler d'intelligence artificielle, mais sous un autre thème, celui de la mobilité. On sait que l'essor du numérique et notamment des systèmes de transport intelligents permettent d'apporter des solutions très prometteuses et concrètes pour notre mobilité de demain, notamment donc avec l'apport de l'intelligence artificielle. Alors finalement, quelle place cette technologie peut-elle prendre dans notre mobilité du futur? Plusieurs intervenants vont me rejoindre sur scène pour une table ronde de 45 minutes qui sera animée par Adrien Leléon, qui est directeur adjoint projet mécénat à la Fondation de Bordeaux Université, qui est l'opérateur commun du mécénat pour le campus universitaire bordelais. Les intervenants, il est déjà là. Bonjour Adrien. Mohamed Mosba également nous rejoint, qui est professeur des universités en informatique à l'Institut Polytechnique de Bordeaux et chercheur au Labri, le laboratoire bordelais de recherche en informatique. Mohamed, vous êtes le bienvenu pour cette table ronde. Troisième intervenant, Cédric Ferrero, qui est fondateur de Geosat, une ETI innovante de plus de 500 employés spécialisée et hautement active dans le domaine des mesures 2D et 3D. Bonjour. Adrien Duruisseau, cofondateur et directeur des opérations Adoptima, une start-up d'aide à la décision qui offre des solutions logicielles sur mesure selon deux principaux axes, l'optimisation de tournée, la planification des opérations. Et enfin, nous avons notre cinquième intervenant, Arnaud Julien, directeur digital data et innovation chez Keolis, que vous connaissez toutes et tous, qu'on ne présente plus. Bonjour monsieur, merci beaucoup à vous cinq. Vous l'avez compris, vous pouvez enlever vos masques et donc vous avez 3 quarts d'heure. Et celles et ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à nous poser les questions via le chat. On verra si on a à la fin, on prendra quelques minutes pour y répondre. Adrien, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette introduction et bonjour à toutes et à tous, aux participants qui sont ici et à tous ceux qui sont connectés sur le live. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde qui sera dédiée à l'IA et à la mobilité de demain. Je suis très heureux d'animer ce temps d'échange. 45 minutes, ça va aller très vite, entouré de 4 experts qui excellent chacun dans leur domaine respectif et qui interviennent dans le champ de l'IA et également de la mobilité. Je suis vraiment très heureux d'accueillir Arnaud Julien. Vous êtes directeur digital data innovation chez Keolis. Je ne sais pas si c'est nécessaire de le rappeler, mais Keolis, c'est un groupe leader mondial dans le domaine de la mobilité, présent dans 16 pays. Vous avez 300 collectivités clientes. Vous exploitez des réseaux très très variés et complémentaires. On peut le voir dans la métropole de Bordeaux, les bus, les métros, les trams, les vélos et les bateaux. Je vous donnerai la parole très rapidement. On va également accueillir Adrien Duruisseau. Vous êtes cofondateur et directeur des opérations d'Adoptima, éditeur de logiciels d'aide à la décision, qui vise à offrir des solutions d'optimisation mathématique de pointe. Et j'ai cru comprendre que votre entreprise est la résultante d'une spin-off, d'une équipe conjointe entre l'INRIA, le CNRS et l'Université de Bordeaux, et ça me plaît bien. Ensuite, on a Cédric Ferrero. Cédric, vous êtes le fondateur du groupe Geosat, qui compte pas moins de 450 collaborateurs. Même plus, ok. Une progression fulgurante. Et vous êtes spécialisé, vous, dans la mesure 3D et 4D, avec un degré de précision inégalé en Europe. Merci d'être avec nous. Et enfin, Mohamed Mosba. Alors Mohamed, on se connaît un petit peu. Tu es professeur en informatique à Bordeaux INP, plus précisément à l'ENSER Matmeka. Tu es chercheur également au Labri et tu mènes de nombreux travaux sur la mobilité, notamment dans le cadre de la chaire Mobilité et Transport Intelligent, dont font partie Keolis et Geosat notamment. Merci à tous d'avoir accepté de nous donner en fait votre vision
sur l'apport de l'IA dans le domaine de la mobilité. On est là pour essayer d'interroger la place de l'IA dans le domaine de la mobilité de demain et s'intéresser notamment aux systèmes de transport intelligents qui permettent de répondre à de nombreuses problématiques qu'on rencontre actuellement dans le domaine de la mobilité, la sûreté des transports, grâce notamment au système embarqué, aux capteurs intelligents, tout ce qui est également gestion du trafic des voyageurs et amélioration de l'expérience voyageur. On pourrait aussi parler du véhicule autonome. Enfin voilà, je pourrais, je pense, cataloguer, me lancer pendant une bonne heure sur toutes les technologies, expérimentations qu'il y a dans ce domaine. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est plutôt donner la parole à ces 4 experts. On peut peut-être rappeler que le transport figurait parmi les 4 secteurs prioritaires dans le rapport Villani sur l'intelligence artificielle. Et donc voilà, moi je serais très curieux d'avoir vos visions respectives. On va commencer par Arnaud. Arnaud Julien, je rappelle que vous êtes directeur Digital Data Innovation chez Keolis. Donc on peut dire que vous, la donnée, ça vous fait pas peur, la donnée de masse. Vous êtes confronté au quotidien à des défis immenses pour optimiser en permanence les infrastructures, les moyens de transport, optimiser et prédire le trafic des voyageurs, gérer les aléas, j'imagine. Ma première question, c'est finalement quelle place pour l'IA, pour vous, pour réinventer la mobilité partagée? Vous avez 5 minutes. Merci pour cette question. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Ça me fait très plaisir de participer à ce panel. Alors, l'IA, comme vous le dites, la mobilité génère énormément de données. On pourrait prendre un raccourci en disant l'IA, oui, bon, très bien, on le voit dans le véhicule autonome, mais ailleurs, est-ce qu'il y a aussi une utilisation de l'IA? Je vais prendre 3 domaines assez séparés. Donc, je vais prendre déjà le sujet de l'exploitation. L'exploitation, donc c'est l'objectif de faire rouler, de transporter des gens toute la journée dans différents moyens de transport, comme on le fait à Bordeaux. Et donc, une question pour pouvoir mieux exploiter, avoir des gens ainsi plus confortablement, c'est de pouvoir prédire l'affluence. Et la prédiction de l'affluence, elle se fait avec une connaissance de la mobilité. Vous voyez bien, là, on rentre tout de suite dans des logiques de prédiction qui sont assez complexes parce qu'il faut prendre beaucoup de critères en compte, notamment la météo. Alors je le dis parce que c'est assez simple, mais on voit bien le rabattement qu'on peut avoir en fonction de la météo, qu'on prévoit. La météo, on a des informations à quelques jours et donc il faut avoir des modèles prédictifs pour pouvoir savoir finalement combien on va avoir de monde dans les transports. Et on a notamment fait une expérimentation intéressante avec Bordeaux qui était sur la Liane 1. Donc la Liane, elle dessert notamment l'aéroport et puis la gare Saint-Jean et vous pouvez voir les aléas qu'on peut avoir. Et là, on a des bus articulés. Alors, le but, c'est de ne pas avoir un bus articulé avec personne dedans, ni d'avoir un bus articulé qui part complet en laissant du monde au bord de la route. Donc là, c'est un vrai usage de l'IA et l'IA est importante. Il y a bien sûr la maintenance prédictive. Alors beaucoup, on parle de maintenance 4.0, de maintenance prédictive. C'est assez compliqué le sujet parce que là, on est sur des logiques et des problématiques de rentabilité. Et là, on est plutôt sur un chantier, je dirais, sur le marché on est au début de l'histoire. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites, on est au début de l'histoire. Et puis, un troisième point, je vais parler du design de réseau. Le but, c'est de ne pas s'arrêter au transport public. Il faut que le transport public, la mobilité partagée, prenne de la part de marché pour un territoire plus durable et lutter contre l'autosolisme. Et pour ça, il faut avoir une compréhension de l'ensemble des mobilités. Pour pouvoir designer un réseau, prédire les besoins futurs, essayer de concilier sur les sujets d'infrastructure et puis d'offres, parce qu'effectivement, on ne rajoute pas un tram du jour au lendemain. Et donc ça fait partie aussi de la prédiction à long terme. Voilà 3 sujets. Et si je reste sur le troisième, je vais être sur un sujet aussi qui va appeler aux masses. Alors on parle beaucoup du Mobility as a Service. Mais c'est vraiment, pour faire du Mobility as a Service, le premier sujet, c'est de l'offre. Le Mobility as a Service, ce n'est pas une application. Ça, c'est la déclinaison, c'est la partie émergée de l'iceberg. Le sujet, c'est l'offre. Et donc, pour ça, il faut aussi réussir à faire ce qu'on appelle de la reconstitution des OD, des origines-destinations, en dehors simplement du transport public, mais de l'adresse à adresse, qui nous aide finalement à améliorer l'offre au quotidien, l'offre de mobilité et l'offre de mobilité durable.
Merci beaucoup. On voit que voilà, vous nous avez donné en quelques minutes de très nombreuses applications très concrètes et qu'on peut très bien imaginer au quotidien. Je vais me tourner vers votre voisin, Adrien Duruisseau. Donc, si j'ai bien compris, la force de votre entreprise, c'est de résoudre des problèmes complexes grâce à des outils de décision qui sont basés notamment sur l'intelligence artificielle. Et vous êtes notamment présent, alors vous intervenez sur tout un tas de secteurs, de problématiques liées, si j'ai bien compris, à l'affectation des ressources. Et vous aviez envie un peu de nous parler non pas du MaaS, mais plutôt de la mobilité des services. Et quelle est la place de l'IA dans ce domaine-là? Bonjour, je commence par prendre un micro. Donc effectivement, je pense qu'on peut commencer par rappeler quelques éléments de contexte, même si vous les connaissez évidemment, mais il y a ce phénomène d'explosion de la demande de mobilité des personnes évidemment, mais aussi mobilité des marchandises et mobilité des services. Alors mobilité des services, c'est pas uniquement la livraison de repas à domicile, c'est aussi le service à la personne, l'hospitalisation à domicile et tout ce pan d'activité qui se développe de plus en plus. Et face à cela, il y a aussi un besoin impérieux de rationaliser la consommation des ressources, d'essayer de évidemment faire plus avec moins, aller dans le sens d'un développement durable, dans le sens de limiter les externalités négatives, la congestion, toutes les nuisances qui peuvent être subies par les utilisateurs et les clients même. Et donc on a ici ce double enjeu à la fois quantitatif et qualitatif qu'il faut résoudre et évidemment cette notion de faire mieux, faire plus avec moins et donc c'est là qu'intervient l'optimisation. Donc ce sont des problèmes qui sont extrêmement complexes. Par exemple, je vais prendre deux cas d'usage très concrets pour illustrer ça. Sur l'organisation du transport sanitaire, par exemple, on a travaillé avec le leader en France de l'organisation des transports de patients, mais plus généralement sur le service à la personne, l'hospitalisation à domicile. L'objectif ici, c'était de centraliser la prise de décision de l'organisation de ces tournées de transport sanitaire afin de réaliser des synergies, réduire les coûts de la sécurité sociale, mais aussi essayer de créer des mutualisations dans ces transports et améliorer la qualité de service du patient, qui est un objectif évidemment extrêmement important. Et donc pour ce faire, il y a des complexités qui émergent, notamment faire correspondre différents types de flux, le flux des patients avec le flux des véhicules, mais aussi le flux des équipages qui chacun ont des compétences particulières. Et donc ça, c'est extrêmement complexe. Un autre cas d'usage, ce serait sur la logistique urbaine, la logistique du dernier kilomètre. Là, on travaille dans le cadre d'un projet avec l'ADEME sur la ville de Toulouse, sur une logistique multimodale où on va avoir des péniches qui arrivent via la Garonne en centre-ville, apporter tout un tas de marchandises qui vont être ensuite distribuées sur le dernier mètre, le dernier kilomètre, par des vélos cargo. Et l'idée ici, c'est d'organiser un système qui va fédérer toutes les sociétés indépendantes de coursiers à vélo qui sont salariés et non pas auto-entrepreneurs, et d'organiser la multimodalité avec la synchronisation sur différents points relais le long de la Garonne, mais aussi une logistique inverse avec le retour des déchets par le même mécanisme. Et donc ici des thématiques de pick-up and delivery, donc de collecte et de livraison au sein d'une même tournée, qui suppose un suivi de la capacité en continu et qui implique encore une fois des complexités importantes. Donc comment est-ce qu'on gère ces complexités? Évidemment, le thème d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Oui, mais quelle intelligence artificielle? Alors, on pourrait parler de machine learning, ou de modèles d'apprentissage prédictif, on en a parlé. C'est vrai que ces modèles peuvent participer à résoudre ce genre de problématiques, mais elles ont des limites, parce qu'on va se baser sur des données qui sont historiques, un agrégat de données historiques, et donc on va on va ne pouvoir que prédire la tournure des événements futurs sans pouvoir être sûr à 100% finalement que c'est ce qui va se passer. Donc on va prendre des décisions sur base de prédiction, et donc c'est ça finalement la limite, cette inertie là dans les données, et en cas de bouleversement, comme par exemple une crise sanitaire qui bouleverserait d'un coup la demande de mobilité, les modèles ne sont plus fiables. Donc nous, ce qu'on va utiliser chez Atoptima comme technologie, ce sont des technologies d'optimisation mathématique. Donc on se positionne sur la partie analyse prescriptive. On va finalement suggérer une
une suite d'actions, mais de manière avec des données qui sont réelles, basées sur des données réelles et avec des technologies d'optimisation mathématique. Donc très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord modéliser le problème, modéliser mathématiquement le problème en essayant de formuler, avoir une formulation des contraintes. Donc par exemple, je sais qu'au sein d'une tournée, chaque personne qui arrive à un point doit repartir de ce point. Un autre type de contrainte qu'on formule, c'est après un certain nombre de durées de travail, j'ai un temps de pause. Et toutes ces contraintes-là qui sont modélisées dans finalement une sorte de jumeau numérique du problème, va nous déterminer l'espace des possibles des solutions. Parce que dans ce genre de problème, il y a ce qu'on appelle l'explosion combinatoire, il y a des millions et des millions de solutions possibles, et donc il faut d'abord déterminer l'espace de possible de ces solutions. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle une énumération intelligente. Alors intelligente, pourquoi? Parce que c'est pas une énumération exhaustive, même avec des machines de calcul très puissantes, ça prendrait trop de temps de calcul, et donc on va ici combiner à la fois des méthodes exactes et des méthodes heuristiques, donc hybrider différentes techniques d'optimisation, des stratégies algorithmiques qui vont nous permettre de déceler quelle est la meilleure solution, quel est le meilleur compromis entre qualité de solution et temps de calcul. Merci beaucoup, Adrien. On vous redonnera la parole à tous les deux. Moi, je retiens la formule « faire mieux avec moins ». Je pense que c'est vraiment très parlant. Et merci de nous avoir présenté ces différents use cases, et notamment les problématiques du dernier kilomètre que voilà, je pense que toutes les métropoles et toutes les grandes villes rencontrent aujourd'hui. On va passer à Cédric Ferrero. Donc, je rappelle, vous êtes fondateur de Geosat. Vous, votre cœur de métier, c'est la modélisation 3D et 4D. L'IA, si j'ai bien compris, est très présente dans votre activité. À quel niveau elle intervient finalement? Est-ce que c'est au niveau du calcul, au niveau de la définition, la résolution de vos cartes? Est-ce que c'est au niveau de la mesure, ou est-ce que c'est à tous les niveaux de votre activité? Alors, il faut remettre ça effectivement dans le contexte. Je suis géomètre cartographe par essence. Et je traduis, donc mon travail habituel, c'est de pouvoir représenter un espace. Et un espace, c'est traditionnellement un espace en 3 dimensions. Et puis, on peut aussi rajouter le temps. C'est pour expliquer le 4D. Pourquoi vous dites 4D? On va y rajouter du temps parce qu'on va avoir besoin de faire des mesures comparatives. On travaille l'IA, en fait, la méthode de confection des cartes est une méthode qui est ancestrale, puisque c'était quand même un des plus vieux métiers du monde, représenter l'espace. Alors, moi, j'étais au Caire fin mi-octobre, et j'ai retrouvé mon ancêtre dans le musée des civilisations du Caire, qui était le premier géomètre qui arpentait le terrain pour pouvoir lever l'impôt. Bon, on n'a pas que cette fonction-là, que de lever les taxes, on sert aussi à autre chose. Et notamment, répertorier un espace et traduire un espace dans sa composante géographique, mais aussi dans sa composante de nature des événements rencontrés. Et on utilise l'IA. L'IA est arrivée pour nous suite en fait à un événement qui était un très bel événement sur Bordeaux, qui est le congrès mondial des transports intelligents en 2015, donc pas très loin d'ici. Un très grand salon, d'ailleurs c'est le plus gros que j'ai vu depuis, puisque je le fais depuis 2015, je fais tous les salons mondiaux, et je trouve que Bordeaux a été une extrêmement belle réussite. Et on se rend compte, nous à l'époque on arrive là, on est à la demande donc, d'un cluster, d'un pôle de compétitivité qui nous demande d'arriver ici, de présenter un petit peu nos savoir-faire. Et on se rend compte assez rapidement que ce que l'on sait faire aujourd'hui, qu'on savait faire, donc produire des cartes pour des collectivités, pour des territoires, l'enjeu est exactement le même en fait pour les systèmes à délégation de conduite. On se rend compte de cette chose-là. Ce sont les Allemands très très vite qui ont vu l'importance de pouvoir mettre une carte à l'intérieur d'un véhicule, d'un système embarqué. Et arrive là un problème, c'est que par rapport à une confection manuelle, qui est donc réalisée à partir de plusieurs opérateurs, plusieurs dessinateurs, vous avez des niveaux d'erreur qui peuvent intervenir et qui sont difficilement mesurables. Et c'est là qu'on s'est tourné naturellement vers le Labri pour poser cette question-là. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre solution qui nous permettrait de pouvoir quantifier, évaluer, qualifier finalement un processus de création de cartes à partir d'agents numériques qui soient systématiques, si possible déterministes, si possible. On verra que la question n'est pas forcément simple, mais on avait cette problématique-là parce que derrière,
ces cartes-là, donc on appelle des cartes de définition, s'insèrent dans un système dit critique, et un système qui est certifié, et il est impossible d'introduire un agent non certifié dans un système certifié. Et donc, on a eu ce besoin très rapidement de pouvoir travailler sur les aspects de qualification, donc la précision, l'intégrité de l'information, et à terme, les normes ne sont pas encore faites, hein, la certification de ces informations-là. On ne sait pas si on va y arriver encore. On a un panel de normes européennes et françaises dont on doit prendre en charge, mais le panel est assez important et il faut encore qu'on travaille sur ces questions-là. Et il nous a paru important, vu le gros volume, ce sont des très très gros volumes de données, on a des enjeux qui sont très forts, qui sont des capacités à fabriquer des cartes très rapidement. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous embauchez 400 dessinateurs, ça coûte très cher. Le problème, c'est qu'il y a un modèle industriel qui est là, qui vous dit non. Malheureusement, le budget ne permettra pas de pouvoir avoir 400 dessinateurs parce qu'on est sur un modèle industriel qui doit être très robuste, mais aussi économiquement viable. Et la deuxième approche, c'est une approche par calcul distribué par introduction justement des systèmes d'intelligence artificielle. On a commencé par du machine learning dans un premier temps. On est passé ensuite sur des réseaux neuronaux. Et aujourd'hui, on est en train de travailler sur l'apprentissage frugal et l'apprentissage incrémental, de manière à pouvoir avoir cette notion d'économie de coût sur la fabrication des cartes, et puis aussi tout ce qui concerne la rapidité d'exécution, parce que les cartes qui sont embarquées, alors je ne vais pas préciser les destinations, c'est le transport ferré, qu'il soit routier, qu'il soit urbain ou qu'il soit rural ou intercité, et le transport par la route, donc le rail et la route. Et c'est dans ces systèmes-là, on a besoin justement d'avoir des taux de rafraîchissement de cartes qui sont extrêmement fréquents, parce qu'on doit participer à la sûreté de fonctionnement. Donc on s'insère dans un système qui est certifié, critique, et sur lequel on doit apporter une réponse circonstanciée en termes de cartes. Malheureusement, l'approche manuelle ne permet pas de pouvoir garantir ce qu'on attend, nous, en matière de normalisation. Merci beaucoup, Cédric. Donc, on comprend que vous avez progressivement expérimenté les différentes formes d'IA possibles pour réduire des coûts, mais aussi pour fiabiliser un certain nombre d'opérations. Vous avez cité la collaboration avec le Labri. Ça me permet de faire la transition avec notre dernier intervenant, Mohamed Mosba. Donc, je rappelle, chercheur au Labri, professeur à Bordeaux INP. Tu es notamment porteur de la chaire Mobilité et Transport Intelligent. Et cette chaire, qui est soutenue notamment par Keolis, par Geosat, mais aussi par Bird, par Gertrude, par NeoGLS et l'université Gustave Eiffel. Et merci, Aegis Exploitation Aquitaine, qui font 7. Merci Mohamed. Vous aurez compris que je suis le non-matheux de la table ronde. Et donc oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc cette chaire, elle s'intéresse aux défis technologiques de la mobilité intelligente grâce à ces 7 mécènes et au tissu académique bordelais. La question que je voulais te poser, c'est, selon toi, l'IA est-elle l'ingrédient essentiel, incontournable, du mix technologique des systèmes de transport intelligents? Merci Adrien. Alors, je pense que tu poses la question qu'il faut pour l'académique que je suis. Parce que notre rôle, alors évidemment, on a bien entendu des cas d'usage sur des sujets qui sont passionnants, qui nous permettent un peu d'avoir des remontées, et je pense que c'est pertinent pour la chaire qu'on a sur l'INSERM MICA et sur le campus de Talence. Mais on doit aussi réfléchir sur le court, moyen et long terme. Et notre rôle, c'est... alors on a un rôle de formateur, puisqu'on forme vos collaborateurs de demain, qui vont travailler sur ces technos, qui vont peut-être les développer, qui vont les amener beaucoup plus loin. Et donc on doit aussi adapter notre formation. Donc à l'INSERM MICA, par exemple, on a une formation d'intelligence artificielle avec un volet transport. Et au Labri et à l'IMS, on a pas mal de travaux de recherche sur ces questions-là. Alors le problème qui se pose, c'est comment fédérer tout ça, comment mixer, parce que le problème de la mobilité, et tu poses la bonne question, c'est que
Ça fait appel à beaucoup de disciplines, même scientifiques. Même si on prend le numérique, nous, en général, on est spécialisé, on doit combiner de nombreuses thématiques. Et donc, on a identifié 2 sujets qui nous paraissent pertinents et d'ailleurs qui ont été présentés dans les interventions précédentes. Le premier, c'est un axe système, qu'on a appelé système, qui permet un peu de préparer les systèmes de transport intelligents de demain. Déjà de répondre à des questions d'aujourd'hui, comme la question qui a été présentée précédemment dans le cadre d'une carte HD. Eh bien, on travaille sur des questions de voir comment, en utilisant les nouvelles technologies, des radars, des lidars, on améliore les transports, on améliore les systèmes de transport. En fait, si on se projette dans le temps, un véhicule autonome tout seul, il est aveugle, en fait, il ne voit rien. Il a besoin, pour voir, pour percevoir l'environnement, et il a besoin d'échanger, il a besoin d'informations, d'analyse d'images, et tout ça est basé sur l'intelligence artificielle. Donc le fonctionnement même d'un système de transport intelligent de plus en plus automatisé utilise des briques de base de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, si on passe de l'autre côté, comme ça a été dit par Julien, sur la partie mobilité et data. Alors il est vrai que les systèmes de transport et la mobilité produisent des quantités gigantesques de données qui sont... qu'il faut traiter, qu'il faut analyser. On est souvent affaire à des masses de données et puis des données qui sont hétérogènes, qui sont multisources. Et dans certains cas, alors ça nous pose des questions, je pense des vrais défis, même en recherche, c'est que les requêtes doivent tenir compte de 2 critères qui sont généralement en opposition. D'une part, l'exactitude de la réponse, puisque on a affaire à des systèmes de transport intelligents, on est dans un système critique, donc les réponses doivent être le plus proche possible de la réalité. On est même dans de l'intelligence artificielle qui doit donner une réponse exacte. Et par ailleurs, on est dans des systèmes temps réel, donc on a besoin d'une information souvent rafraîchie, puisque quand pour un véhicule autonome ou automatisé, eh bien, la prise de décision est instantanée. Et donc la réponse aux requêtes doivent être courtes en temps. Et donc tout ça pose un certain nombre de défis. Et dans le cadre de cette chaire, on se pose ces questions-là. On part à partir de cas d'usage qui nous sont remontés du terrain. Et puis notre rôle, c'est à la fois d'essayer de proposer des solutions qui peuvent être génériques, mais aussi d'enrichir la connaissance. Parce que traiter les cas d'usage un par un peut répondre peut-être partiellement à la question. Mais il y a aussi un rôle d'enrichir la connaissance. Donc tout cela passe par des publications, de voir un petit peu ce qui se fait aussi dans la communauté, de confronter ces idées, en tout cas ces solutions, à ce qui se fait au niveau national et souvent international. Et donc notre rôle, c'est un peu d'interagir, de ramener des solutions ou des best practices qui sont faits ailleurs et de les instancier ici et réciproquement. Merci beaucoup Mohamed pour cette prise de recul scientifique sur ce premier tour de table. Je vois que le temps défile très vite et donc j'ai gardé une dernière question, une double question que j'aimerais vous poser à chacun avec une réponse si possible en 2-3 minutes. Je sais que c'est très difficile. Pour vous, c'est quoi les challenges à horizon 10 ans et aussi les limites de l'IA? C'est-à-dire est-ce qu'on pourra tout faire? Est-ce que l'IA doit se substituer à tout? Ou est-ce qu'on doit fixer un certain nombre de limites? Arnaud, qu'est-ce que vous en diriez? Alors, je vais d'abord rebondir sur un point que disait Mohamed qui est très important, c'est la valorisation des données, l'hétérogénéité des données, la mise en qualité des données. Parce que lorsqu'on parle d'un projet IA, tel que je le vis, on a des projets data sans IA et data avec IA, un projet data avec une IA,
l'IA, le travail des data scientists, c'est 5-15% du travail. Tout le travail, c'est la mise en qualité des données. Et ça, c'est une vraie difficulté. L'autre point que j'aborderai, c'est le sujet de la réplicabilité. On voit que on parle d'IA, il y a des sujets d'apprentissage, et on voit à quel point nous, on est dans 16 pays sur plein de réseaux. C'est comment on développe une IA où on va avoir une réplicabilité. C'est pas évident. Ça, c'est une vraie difficulté. Est-ce que finalement, l'auto-apprentissage, c'est des choses qu'on va pouvoir développer pour rendre finalement l'IA plus accessible et puis, je dirais aussi plus efficiente, plus performante. Un autre point qui est en corrélation avec ça, c'est le sujet de la maintenance prédictive. Tout le monde parle de maintenance prédictive, mais si la maintenance prédictive, au final, génère énormément de faux positifs et a un coût abyssal, à quoi bon faire de la maintenance prédictive? Ça, c'est un défi qui, pour moi, est à relever. Autant, je citais plusieurs sujets autour du design de l'offre, autour de l'exploitation. On est aujourd'hui beaucoup plus mature, avec des choses plus performantes. La maintenance prédictive, pour moi, c'est un sujet qui reste, dont les défis sont vraiment devant nous. Et votre dernière question, qui est pour moi la question IA faible, IA forte, est-ce que l'IA qui saura tout faire existera un jour, etc. Je me garderais bien de donner la réponse, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait une certitude autour de ça. Le sujet, effectivement, est de progresser sur chaque verticale autour de l'IA, autour de chaque spécificité. Il y a encore du chemin à faire, et je pense qu'il y a une hétérogénéité de maturité sur les différents sujets. Merci beaucoup. Adrien, est-ce que vous avez aussi des challenges autour de la maintenance prédictive, ou est-ce que pour vous les prochains challenges de l'IA, c'est sur d'autres problématiques, et quelles sont les limites pour vous? Si vous pouvez les identifier, les qualifier, parce qu'on comprend que c'est compliqué à définir. Oui, alors moi je vais avoir un regard assez pragmatique sur la chose. C'est finalement les limites et les challenges auxquels on est confronté lorsqu'on traite un problème client, donc sur les cas clients qu'on traite. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit déjà sur la partie accès aux données, l'accès aux données et l'accès aux données de qualité, parce que comme on dit, garbage in, garbage out, si les données d'entrée ne sont pas bonnes, la solution elle est nécessairement pas bonne non plus. Alors la chance qu'on a avec des technologies d'optimisation mathématique par rapport aux autres domaines du type Big Data, c'est qu'on n'a pas besoin d'une quantité phénoménale de données, on a besoin de peu de données, mais il faut que ces données soient de qualité et soient fiables pour avoir une solution fiable. Et puis un autre type de challenge, ce serait plutôt l'acceptabilité de ces outils. Donc l'acceptabilité d'abord de la solution, du résultat produit par le solver d'optimisation, parce que parfois ce sont des solutions qui sont très contre-intuitives, qui vont à l'encontre de l'habitude qu'avaient les planificateurs humains dans leur processus, qui connaissent le métier depuis des dizaines d'années, etc. Et parfois la solution qui sort du solver d'optimisation, elle est très différente de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais c'est aussi l'acceptabilité de l'outil en tant que tel. Et c'est pour ça que c'est très important de présenter ça et d'utiliser ce genre de solver applicatif comme des outils d'aide à la décision qui ne viennent pas automatiser à 100% l'ensemble des décisions, mais plutôt semi-automatiser, c'est-à-dire outiller l'humain avec finalement le rendre plus puissant avec un outil d'aide à la décision qui va lui permettre de réaliser l'ensemble des tâches fastidieuses d'énumération des solutions possibles et lui préconiser la meilleure solution, mais libre à lui après de simuler différents scénarios, de modifier à la main la solution et de voir en temps réel l'impact que ça a d'un point de vue du coût et de la faisabilité. Merci beaucoup Adrien. Je me tourne vers Cédric. Est-ce que vous, l'avenir de l'IA dans votre business, c'est développer des robots cartographes, ou est-ce qu'on est encore dans le domaine du rêve, ou ça serait quoi? Vous tombez bien, le robot cartographe, c'est un projet européen qu'on est en train de mener avec des partenaires finlandais, suisses, espagnols et portugais. Donc un robot qui va cartographier. L'importance, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait de la capacité à pouvoir traiter un flux d'un véhicule autonome pour pouvoir fabriquer une carte, parce qu'on veut de la fraîcheur, on veut vraiment de l'information qui soit la plus pertinente, donc sûre et fraîche. On ne veut pas qu'il y ait un événement qui soit
apparu et que la carte elle est 6 mois d'âge. Ça c'est juste pas envisageable. Donc oui, on est en train de travailler sur le robot cartographeur. Je reviens sur tout ce qui a été dit, que je partage complètement l'importance du dataset, la qualité du dataset. Et c'est un problème qu'on a dans l'information géographique. Enfin, moi j'ai eu la chance de travailler dans l'information géographique dès le début des années 90. On avait déjà ce problème-là quand on commence à manipuler des données et que, pour résumer, les patates, les carottes, les oignons, les tomates, c'est pour la cuisine, en géomatique, en intelligence artificielle, d'autant plus si on ne sait pas que ce sont des patates, des carottes, des tomates, ça devient compliqué. Et donc à l'arrivée, on a des apprentissages qui sont un peu curieux. Et pour autant, on a besoin d'avoir un dataset qui soit très, très qualifié. Et j'ai un exemple là, qui m'est venu en tête là, tout à l'heure quand vous en parliez, c'est quelque chose que j'ai vécu en Afrique du Sud, sur lequel nous on a un dataset, parce qu'on traite dans les cartographies HD de tout ce qui est réglementation de conduite, donc à la fois la partie signalisation et espace de déplacement, mais dans la partie réglementation, donc la signalisation, on a des modèles de panneaux français. Donc nous, le frein qu'on a actuellement, c'est qu'on a des modèles qui sont très spécialisés, qui sont plutôt des modèles très performants. Les scores, même si je sais que les scores, attention, c'est pas la confiance non plus, les scores sont très bons. Pour autant, en Afrique du Sud, je vois 2 panneaux qui m'interpellent, un panneau passage de crocodile et un autre panneau passage d'hippopotame. Là, je me dis, mince, j'ai un gros problème, parce que si je veux travailler là-bas, ce qui est prévu, puisqu'on est situé au Mozambique, on a des bureaux au Mozambique. Si je veux travailler là-bas, il faut que je refasse complètement mon dataset complet pour réapprendre complètement, parce que j'ai 2 nouveaux panneaux. Et la raison pour laquelle on travaille sur l'IA incrémentale, c'est pour cette raison-là, c'est de rééviter à retravailler des modèles très spécifiques, assez performants, mais justement parce qu'à un moment donné, j'ai une information supplémentaire. Et je sais que c'est aussi un défi qui est dans l'académique en réflexion actuellement. Merci pour cette anecdote très parlante. Donc on comprend bien que vraiment, entre vous trois, vraiment, la qualité des données, c'est vraiment le principal challenge. Mohamed, tu confirmes et peut-être en 1 minute, les limites que tu vois sur l'IA. Oui, je pense que pour la partie data, c'est aussi une de nos préoccupations, parce que la plupart des algos, eh bien, on les valide sur le data. Mais peut-être notre rôle aussi, c'est que quand on a une solution, il faut qu'on la valide d'abord par d'autres datasets, par d'autres méthodes. Et vu que nous, l'un de nos objectifs, c'est les publications. Généralement, quand on publie, on doit vraiment être sûr de l'algo qu'on conçoit. Et puis peut-être 2 ou 3 défis, en tout cas pour nous, qui vont représenter des directions à venir. D'abord, travailler sur des systèmes qui peuvent être contraints en ressources pour des problèmes d'IA, notamment pour la micromobilité ou pour d'autres systèmes, où les ressources ne sont pas les mêmes et où on doit tout de même traiter de l'information et implémenter dessus des algos d'IA. On sait que l'IA est consommateur de ressources, donc ça c'est une direction. Et l'autre, c'est de réfléchir, et ça rejoint un peu les discussions précédentes, à des méthodes qui permettent de proposer des solutions qui sont dignes de confiance. Et d'ailleurs, c'est des travaux qu'on est en train de mener en intelligence artificielle, sur la mise en place de solutions qui, en s'appuyant sur un certain nombre de méthodes et sur une discipline qui se met en place, sur des solutions qui sont prouvées, qui sont correctes et qui permettent d'être utilisées dans ce contexte et dans cet environnement de mobilité et de transport intelligent. Merci beaucoup Mohamed. Merci aux 4 intervenants. Je vois il reste peut-être 3 minutes pour des questions pour les personnes qui sont dans la salle, s'il y en a, ou éventuellement sur le chat, je ne sais pas. Alors sur le chat, pour l'instant, nous n'avons pas eu de questions. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous avez été super clairs. Et je pense que celles et ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui étaient connectés, c'était super. Peut-être dans la salle, une question ou 2. Il nous reste 2 minutes. Sinon, on terminera avec 2 minutes d'avance. Et pas de questions. Je vous laisse le mot de la fin, Adrien. Très bien. Je tiens à vous remercier à nouveau, Cédric, Mohamed, Adrien et Julien, parce que voilà, je pense qu'en 45 minutes, vous avez donné votre expérience et de manière
très concrètes et parlantes sur voilà, les enjeux de l'IA et de la mobilité de demain, mais on a compris que c'est aussi la mobilité d'aujourd'hui et un peu la mobilité d'hier. Voilà pour le mot de la fin. Eh bien parfait, merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup, messieurs. Pour, oui, effectivement, on peut les applaudir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Dans un instant, ce sera l'avant-dernière conférence de cette deuxième journée de Nayer et nous parlerons d'intelligence artificielle et cette fois-ci de robotique également. Est-ce que ça peut transformer l'école? On va notamment parler des EdTech, un sujet hyper intéressant. Ce sera dans quelques minutes. Juste avant, vous connaissez le principe. On désinfecte les micros.